Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure d'analyse approfondie et de décryptage des affaires qui font l'actualité. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio avec le monde des faits divers et des faits de société. Une heure pour explorer les affaires les plus captivantes de la semaine, de l'investigation. Une heure avec Jean-Marie Bordry également. Mais pas seulement, nous accueillons dans cette première partie d'émission Victor Lefebvre, journaliste enquêteur à Factuel.media. Alors ensemble, nous allons commencer par évoquer l'affaire Lola. Faisons le point. C'était il y a un an, le 14 octobre 2022, peu avant minuit, un homme découvrait dans la cour d'un immeuble de la résidence Manin, dans le 19e arrondissement de Paris, le cadavre d'une gamine de 12 ans. Le corps nu de la petite Lola Daviet était plié dans une malle, dissimulé sous un tas de linge, lardé de coups de couteau. Quelques heures plus tard, les policiers de la brigade criminelle de Paris interpellaient Dabia Benkired, une Algérienne de 24 ans, à Bois-Colombes, qui très vite passera aux aveux avant de se rétracter. Les policiers découvriront que la jeune femme algérienne était en situation irrégulière en France et faisait l'objet d'une OQTF, obligation de quitter le territoire non effectuée. Et aussitôt le fait divers entrait dans l'arène politique, les uns affirmant que l'expulsion de Dabia Benkired aurait sauvé Lola, les autres taxant de récupération politique indigne ceux qui accusent de laxisme le ministère de l'Intérieur. Alors nous en parlons aujourd'hui car l'instruction est toujours en cours, mais aussi parce que Victor Lefebvre, ici présent, journaliste à Factuel.media, eh bien vous avez réussi à interviewer le frère de Lola, Jordan Daviet. C'est la première fois que la famille s'exprimait et je rappelle qu'on nous disait jusqu'à présent que la famille refusait de parler à la presse parce que la famille récusait la récupération politique. Alors, c'est le frère de Lola que vous avez convaincu de parler. Dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré ? En fait, je suis allé sur place pour le rencontrer. Donc, la famille, en fait, s'est réfugiée à la suite de l'assassinat de Lola dans un petit village dans le Pas-de-Calais, à côté de Béthune. On ne donnera peut-être pas le nom du village, mais c'est un petit village de 1500 personnes. Et toute la famille s'est réfugiée chez la grand-mère de Lola. Et Jordan Daviet, donc c'est le demi-frère, plus exactement, de Lola, son demi-frère aîné. Donc ils partagent le même père. Et effectivement, c'est la première fois qu'un membre de la famille de Lola a parlé. Depuis, le père s'est exprimé, je crois, sur RTL et M6, mais c'était la première fois. En tout cas, c'était une exclusivité factuelle. Et pourquoi il m'a répondu ? Alors la question c'est difficile de dire. Peut-être qu'il faudrait lui poser la question directement, mais en tout cas, il s'est confié à moi pendant de longues heures. On a parlé pendant à peu près plus de 3 heures. Oui. Et il vous a dit, je le cite, « Jusqu'à présent, je ne me sentais pas prêt pour répondre à la presse. Je préférais rester proche de ma famille. Je ne voulais pas non plus parler sous le coup de la colère et dire des choses que j'aurais regrettées ensuite. » Alors, un an après l'assassinat de sa sœur, le souvenir de Lola est toujours très présent chez lui. Il pense à elle tous les jours. On va l'écouter, on va découvrir sa voix. C'était une fille très joyeuse. Elle avait le bonheur, elle aimait ses parents, sa famille, ses amis plus que tout. Elle adorait la gym. Et ça aurait pu être une merveilleuse femme dans le futur. Je pense à elle tous les jours. J'ai une licorne, qui s'identifie à elle. Je lui donne. C'est triste, mais c'est pas triste, mais ça paraît bête, mais tous les soirs, je lui dis bonne nuit. Je lui dis que je l'aime tous les soirs avant de m'endormir. Je lui dis bonne nuit. Je lui dis que je l'aime. La petite licorne, je l'emporte partout parce que j'arrive pas. Quand je vais dormir chez quelqu'un ou quoi, j'ai toujours ma petite licorne, tout ça, parce que j'arrive pas à trouver sommeil si je lui dis pas bonne nuit. Ouais. Alors c'est quoi cette licorne dont il parle ? C'est une peluche en fait, donc c'est effectivement quelque chose de très symbolique pour lui qu'il a préféré conserver pour conserver le souvenir de sa petite sœur. Et effectivement, c'est quelqu'un de évidemment très marqué. On peut s'en douter, comme tous les membres de sa famille. Mais c'est quelqu'un d'assez impressionnant, Jordan Daviet, c'est-à-dire qu'il a une certaine vitalité, il veut aller de l'avant, il veut continuer à vivre pour Lola. Il le dit d'ailleurs dans l'entretien, il dit que je veux vivre pour deux désormais, pour Lola et pour... Il a des projets d'ailleurs, on va peut-être y venir. Alors à quoi s'accroche cette famille ? L'espoir d'un procès, j'imagine, l'espoir que justice soit faite ? Oui, c'est leur horizon, désormais, ils le disent tous d'ailleurs, maintenant c'est le procès, c'est tout ce qui compte, c'est ce qu'ils attendent, que la justice se fasse. Ils réclament pas de vengeance, ils sont dans une démarche de faire confiance à la justice française. On l'écoute. De toute façon, il n'y a rien qui ramènera ma sœur. Moi tout ce que j'espère c'est que le moment du procès, justice sera faite en fait. Justice sera faite pour Lola en fait. Tout ce que j'espère c'est ça en fait. C'est que
bah voilà, ma petite sœur d'un côté elle obtienne justice et que ça serve d'exemple et qu'il n'y ait plus jamais personne qui a à subir ça en fait. Parce que c'est monstrueux. Oui, l'assassin présumé d'Abia Benkired, qui est incarcéré, bien sûr, mais on ne sait pas si elle va être jugée. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, Victor Lefebvre? Oui, en fait, il y a eu une première expertise psychiatrique qui a été faite dans la foulée de la mise en examen d'Abia Benkired, qui a 24 ans, on le rappelle, hein, donc vous l'avez dit, une ressortissante algérienne qui était sous le coup d'un avis d'expulsion du territoire français. Et en fait, ce premier psychiatre a rendu plusieurs avis qui vont tous plutôt dans le sens de dire qu'il n'y avait pas eu d'abolition ou même d'altération du jugement de Dabia Benkired au moment de son acte, de son assassinat présumé, hein, puisqu'elle n'a pas encore été jugée évidemment. Mais ce qui effectivement laisserait penser que si c'était le cas, elle devrait répondre de ses actes devant une cour d'assises. En revanche, s'il devait y avoir une altération du jugement, il y aurait quand même un procès, mais cette altération du jugement serait prise en compte par les magistrats. Et s'il y a une abolition du jugement, comme ça a été le cas il y a quelques années, rappelez-vous, dans l'affaire Sarah Halimi, il y avait une abolition du jugement, hein, puisque le tueur Traoré donc avait consommé des stupéfiants juste avant. Auquel cas, elle serait considérée comme irresponsable. D'accord. Alors ça va être déterminé dans un calendrier prochain. On n'a pas de date précise pour l'instant pour le procès. Jordan Davier m'a dit que c'était d'ici 18 mois après l'assassinat, donc ça voudrait dire l'été prochain. Dans les 6 mois qui viennent. Voilà, dans les 6 mois qui viennent potentiellement, mais il n'y a pas de date encore qui a été fixée. Alors pour Jordan Davier, j'imagine aussi pour la famille, cette Dabia Benkired est responsable. Il vous a dit « Je ne suis pas psychologue, mais je ne pense pas qu'elle soit folle au sens clinique du terme. C'est mon avis. » Oui, c'est son avis. Bon, ça reste évidemment subjectif. Elle avait invoqué un motif. Rappelez-vous, hein, elle avait dit que c'était pour une histoire de badge. Elle est très confuse en fait, hein, dans son audition devant les policiers. Elle dit que c'était parce que donc les parents de Lola, qui étaient gardiens de l'immeuble, lui avaient refusé un badge d'entrée de l'immeuble. Sa sœur était en sous-location dans l'immeuble et en fait son père a dit, et son frère aussi, qu'ils connaissaient pas du tout cette jeune femme. Oui, c'était vraisemblablement un prétexte. Alors je voudrais qu'on parle de récupération politique. Un peu plus tard, il vous dit sur l'aspect politique, je ne m'en suis jamais mêlé, ça ne m'intéresse pas, je suis totalement apolitique, pardon. Par contre, sur le fait que Dabia B était en situation irrégulière et n'aurait pas dû être sur le sol français, et contrairement à ce qui a été raconté, le frère, lui, est sans ambiguïté. Qu'est-ce que vous a dit précisément? Alors, je pense que c'est sincère de sa part. Enfin, j'en suis même convaincu. Je l'ai senti. D'ailleurs, aucun membre de sa famille ne veut rentrer dans l'arène politique et dans la question dans ces questions politiques. Ils veulent pas de récupération. Donc, je pense que c'est tout à fait sincère. En revanche, c'est vrai qu'il l'a reconnu. Hein, elle devait être. De toute façon, on peut pas ne pas le reconnaître qu'elle devait être expulsée, Dabia Benkired. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de volonté. Alors, en revanche, il y a quelque chose. On peut considérer que c'est politique, c'est que eux veulent faire en sorte que ce genre d'acte ne se produise plus jamais. D'ailleurs, le maire de New York, l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, a financé en partie la famille de Lola. C'est la mère de Lola qui l'avait annoncé. Et ils veulent créer une association de défense d'enfants violentés. Alors, dans votre interview, on découvre qu'il n'en veut pas à l'État. Il répond, je cite, « Franchement, je ne préfère pas me poser la question de savoir si l'État est responsable ou pas. Oui, cette femme aurait dû être expulsée, mais j'essaie de ne pas y penser. Ce serait me faire plus de mal qu'autre chose. » Oui, c'est une manière de se protéger, je pense. Ouais. Essentiellement. Bien, merci Victor Lefebvre. L'intégralité de cet entretien est à découvrir sur factuel.media. Dans un instant, on va parler de tout à fait autre chose. On va parler de la sécurité des écoles, des collèges et des lycées après l'assassinat de Samuel Paty le 16 octobre 2020 et celui de Dominique Bernard vendredi de la semaine dernière à Arras. Il est établi désormais que l'école est devenue une cible pour les islamistes. Comment réagir? Comment aider l'école? Mieux sécuriser les élèves et les professeurs? Nous allons en parler avec un policier et Céline qui est CPE, vous savez, les fameux conseillers principaux d'éducation dans le Val-de-Marne. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse approfondie et de décryptage des affaires qui font l'actualité. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio avec le monde des faits divers, de l'investigation. Nous sommes en compagnie de Jean-Marie Bordry et nos deux invités sont à présent Reda Belhadj, porte-parole de unité SGP Police, et nous allons retrouver Céline qui est CPE, c'est-à-dire conseiller principal d'éducation dans le Val-de-Marne. Bonjour à tous les deux. Alors, je le
disais, 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty et quelques jours après celui de Dominique Bernard, professeur de français à Arras, les Français s'inquiètent pour la sécurité de leurs écoles et de leurs enfants. Selon un sondage, 61% d'entre eux pensent que l'établissement que fréquente leur enfant pourrait être pris pour cible par des terroristes. Alors, Reda Belhadj, je rappelle que vous êtes porte-parole de l'unité SGP Police. Est-ce que les Français ont raison d'être inquiets ? Alors, question pas facile, mais... Je vais être objectif, oui, je pense qu'il faut être inquiet. Alors, la police est sur le qui-vive depuis de nombreuses années, parce qu'on reste le pays d'Europe où on a eu le plus d'attentats. Donc oui, la police est sur le qui-vive. Et là, actuellement, nous sommes en urgence attentat. On est au maximum de nos capacités en termes de sécurité. Et oui, les Français doivent être, je pense, plus vigilants. Pas qu'ils aient peur, mais qu'ils soient très vigilants. D'accord. Alors, je voulais demander à Céline, qui est CPE, conseillère principale d'éducation dans le Val-de-Marne, je le rappelle, également son sentiment. Est-ce que elle aussi pense que les Français ont raison de s'inquiéter ? Alors, comme je rejoins en fait les propos de la police qui effectivement met en avant la vigilance, donc qu'on doit tous avoir. Maintenant, je pense que on doit effectivement faire attention à tout l'environnement qu'on fait, ce qu'on fait d'habitude, mais là, en tout cas, être encore plus vigilant que d'habitude. Donc, on a renforcé les choses et voilà. Donc oui, on a quand même, on est à l'abri de rien, je dirais, même si on est dans notre établissement, on a l'impression que tout se passe bien, on est quand même plus vigilant et plus à l'affût de ce qui peut se passer. Concrètement, pour vous, depuis quelques jours, ça se traduit comment ? Est-ce qu'il y a un peu plus d'anxiété ? Est-ce qu'il y a un peu plus de vigilance ? Comment qualifieriez-vous tout ça ? Alors du coup, nous, on nous a demandé de vérifier les sacs à l'entrée, du coup de demander aux élèves de bien vouloir ouvrir leurs sacs. Donc une vigilance plus accrue en fait au portail. Donc on y est toutes les heures quasiment pour faire ouvrir les sacs de nos élèves. Donc ça demande bien évidemment une mobilisation plus accrue sur le terrain. Et puis après on est plus vigilant aux abords. Donc souvent on demande aux élèves de rentrer plutôt que de rester aux abords d'établissement pour éviter qu'il y ait trop d'attroupement, parce que c'est aussi ce qu'on nous a demandé, donc de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'attroupement devant nos établissements. Donc voilà, on essaye de faire au mieux, tout en mettant en avant le fait qu'on est là pour les protéger, veiller à leur sécurité. Donc on leur demande de bien vouloir rentrer, d'éviter d'être tout seul. Voilà, et en général, ça se passe correctement. Bien sûr, c'est un peu le paradoxe de la situation d'ailleurs, parce qu'il faut éviter les attroupements, mais en même temps, si vous fouillez les sacs, forcément, ça fait la queue à l'entrée. Question que je voulais vous poser, madame, qui est-ce qui est chargé de fouiller les sacs des élèves ? Est-ce que les profs, les CPE ? On leur demande de bien vouloir ouvrir les sacs. Donc on a les assistants d'éducation qui sont présents au portail, nous aussi, CPE. La direction vient aussi en appui. On est tous ensemble, donc voilà. Et après, effectivement, si un élève ne veut pas ouvrir son sac, on lui redemande. S'il ne veut pas, on n'est pas censé le laisser rentrer. Voilà un petit peu comment ça se traduit. Alors, pour parler du contexte général, on sait depuis quelque temps que l'islam politique, les frères musulmans en particulier, c'est assez documenté, cible l'école, d'une part parce que c'est le lieu de fabrication des esprits, bien sûr, mais aussi de l'autre parce que c'est un lieu particulièrement vulnérable. Reda, vous confirmez, trop d'écoles sont si peu sécurisées. Alors, oui, je pense qu'il faut faire une analyse générale. Déjà, la problématique dans les écoles, c'est que vous n'avez pas de badauds en général, hormis aux heures d'entrée et de sortie. Et souvent, au-delà des attentats qui ont été déjoués par nos excellents services de renseignement, sur la voie publique, il est plus facile, par exemple à Paris, vous avez par la clameur publique ou un appel 17, des gens qui vont vous dire attention, il y a un individu qui est gare du Nord avec un couteau, comme ça avait été vu, ou autre. Mais là, dans les écoles, vous n'avez personne. Bon, là, c'est sûr, comme l'a dit si bien madame, là, c'est là que c'est important, la vigilance, parce que là, justement, le jour d'Arras, on avait eu un appel général, nous, sur nos ondes radio, qui nous demandait de faire des passages dynamiques sur l'ensemble des établissements de France. Qu'est-ce que c'est les passages dynamiques ? Passage dynamique, c'est-à-dire vous avez le choix entre un passage, c'est-à-dire par exemple pour les lieux de culte,
au moment des offices, on nous demandait de se mettre en garde statique, c'est-à-dire qu'on quittait le véhicule, on mettait un point fixe afin de sécuriser, dissuader et prévenir les lieux. Sur les lieux, pardon. Et là, on nous demande de faire un passage. Si on peut, de prendre la tâche avec le chef d'établissement. En l'occurrence, le jour où a eu lieu l'attentat d'Arras, un individu a été interpellé à Limay. Ouais. Ce dernier faisait l'objet d'une fiche S et il était trouvé porteur d'un couteau. Donc ça veut dire qu'au niveau... C'est la fameuse attentat des jouets dont a parlé le ministre de l'Intérieur. L'enquête nous le dira parce qu'il n'a pas été poursuivi pour un attentat, il a été poursuivi pour port d'armes. C'est là la limite, mais bon, c'est encore un autre sujet. Mais nous, on a été très sensibilisés, on a dévié, c'est-à-dire qu'on a priorisé aujourd'hui, notre priorité, suite aux attentats en Israël, c'est la sécurisation des lieux de culte et associations juives et les établissements scolaires. D'accord. Alors, c'est pas facile néanmoins à sécuriser, hein, les écoles, les collèges et les lycées de France. Je me retourne vers vous, Jean-Marie. Oui. C'est très compliqué. On peut notamment, en France, en tout cas, s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger, parce que d'autres pays s'y sont mis avant. Je vais d'abord vous emmener aux États-Unis. On va regarder ce qui s'y fait. Alors là-bas, la menace... Si vous permettez, je rappelle qu'il y a 60 000 établissements. 60 000 établissements, dont 10 000 collèges et lycées. Donc c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile et ça coûte très cher. En tout cas, ce que je voulais vous proposer, c'était de vous emmener aux États-Unis, donc pour regarder ce qui se fait là-bas. Et là-bas, la menace qui pèse, en tout cas en termes de sécurité sur les écoles, c'est même pas tant le terrorisme que les fusillades. On en a beaucoup parlé, évidemment. Bien sûr. Une enquête fédérale a été révélée il y a plusieurs mois qui était absolument édifiante. En fait, aux États-Unis, les écoles se barricadent, tout simplement, puisqu'on avait découvert que 43% des établissements qui avaient été sondés possédaient un bouton panique à l'intérieur du lycée. Ça veut dire que concrètement, si jamais une fusillade commence, on appuie sur le bouton, comme dans les banques, et la police arrive beaucoup plus vite. Vous avez des portiques de sécurité, bien entendu, des systèmes de vidéosurveillance, et par ailleurs, on peut aussi noter le fait que des détecteurs de métaux ont parfois été installés à l'entrée des écoles. C'est pour vous dire si la situation est assez inquiétante aux États-Unis. Ça, c'est pour ce qui se passe aux États-Unis. Oui, alors justement, j'aimerais que Céline, qui est CPE, je le rappelle, dans le Val-de-Marne, réagisse par rapport à ce qui existe ailleurs, chez nos voisins américains. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de ce bouton panique, de ces portiques qui apportent un peu plus de sécurité à l'établissement, Céline? Après, par rapport à ce bouton panique, je pense que ça peut être une bonne chose, en tout cas un bouton qui puisse relier par exemple la loge, parce que c'est souvent ceux qui sont, enfin la loge qui sont, et les surveillants bien sûr, mais la loge c'est eux qui sont quand même les plus à même d'être touchés, de pouvoir avoir un bouton qui puisse peut-être relier les établissements avec pourquoi pas la police ou la gendarmerie, je ne sais pas. Je pense que ça peut être une bonne chose. Après, en ce qui concerne les portiques, ça se discute. En fait, je pense qu'un individu qui a envie de rentrer dans un établissement va pas forcément passer par l'entrée principale. Et donc voilà. Donc après, c'est difficile pour moi de statuer. Je sais pas, je me rends pas bien compte. Je pense que ça dissuade. Après, nous, au niveau de nos établissements scolaires, il y en a quelques-uns effectivement qui sont dotés de ces portails électriques. Enfin, en tout cas, c'est portique, après, enfin, c'est portique. Voilà, excusez-moi. Mais voilà, moi après, je pense que voilà, un individu qui veut rentrer va peut-être être dissuadé, mais s'il rentre, il rentrera. Moi, la problématique au niveau des établissements, je pense qu'il est sur. Il faudrait axer ça sur le manque de personnel, parce que si vraiment. Voilà, c'est une question cruciale. Et là, on rentre un peu dans le vif du sujet. C'est 60 000 établissements. Comment on fait? S'il y a des missions de sécurité, est-ce qu'il faut les confier à la police, à une police donc en armes, ou est-ce qu'il faut les confier à des sociétés privées, ou est-ce qu'il faut former le personnel déjà existant? C'est quoi votre idée, vous, Céline? Alors déjà, une collaboration avec la police, la gendarmerie ou la police municipale, pour moi, c'est impératif. On ne peut pas travailler sans une collaboration étroite entre les chefs d'établissement et les forces de police, voilà, ou autres. Ça, pour moi, c'est impératif. Après, demander à chaque fois que la police passe, pourquoi pas des contrôles dynamiques comme monsieur disait, je pense que ça peut être une bonne chose, parce que ça dissuade quand même fortement quand on a la police qui passe régulièrement au niveau des heures de portail ou autre. Donc là, on a pu le voir, même s'ils sont quand même débordés, puisque en général, il ne serait pas qu'un établissement à gérer. Ouais. Et le personnel, est-ce que vous avez ce qu'on appelait autrefois les pions pour les gens qui ont plus de 50 ans? Est-ce que vous imaginez que ces surveillants puissent être formés à des assauts de terroristes, ou à des assauts, à des agressions, ou c'est totalement utopique par rapport à ce que la réalité de terrain nous dit?
Je pense que c'est utopique déjà, donc on n'appelle plus des pions, comme vous dites, on les appelle des assistants d'éducation, donc ils sont là pour éduquer, en tout cas apporter l'éducation. Maintenant, leur demander d'être assimilés entre guillemets à des policiers avec des missions particulières, je pense que non, c'est complètement utopique. Enfin, chacun son travail, j'ai envie de dire, et les assistants d'éducation, en tout cas sur le terrain actuellement, se sentent quand même pas très à l'aise par rapport à cette situation. C'est-à-dire qu'ils veulent bien faire leur travail, mais ils veulent pas non plus risquer leur vie. Enfin, je veux dire, c'est quand même eux qui sont en première ligne. Donc, une formation, peut-être, mais de là à aller jusqu'à des fonctions de policiers, non. Enfin, je pense qu'ils sont pas du tout aptes à ça, et c'est pas pour ça qu'ils ont signé, entre guillemets. Oui, enfin, bien sûr. Moi, pour ma part, hein. Alors, on va demander dans un instant à Reda Bellach, qui est, je rappelle, porte-parole de Unité SGP Police, son avis sur la question. Est-ce qu'il faut déléguer la sécurité des établissements au personnel, former mieux le personnel et essayer de comprendre comment mieux protéger nos écoles? L'on verra comment certaines régions comptent s'y prendre déjà. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, 1 heure d'analyse approfondie et de décryptage des affaires qui font l'actualité. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio avec le monde des faits divers, de l'investigation. On est avec Reda Bellach, porte-parole Unité SGP Police, et Céline qui est CPE dans le Val-de-Marne. On va retrouver dans un instant notre correspondante en Israël et l'on se demandait comment mieux sécuriser les écoles. C'était notre débat et la première chose qui frappe depuis l'assassinat de Dominique Bernard à Arras, c'est la facilité déconcertante avec laquelle les agresseurs peuvent rentrer dans les enceintes d'établissements. Est-ce que vous avez entendu ce que préconisait Céline, Reda, est-ce que pour vous, les portiques de sécurité, la formation, la meilleure formation des surveillants, c'est une piste qu'il faut ouvrir, puisque la police a déjà fort à faire par ailleurs? Alors, déjà, oui, il va nous falloir un coup de main parce que la police peut pas pallier. Comme vous l'avez dit, il y a 60 000 établissements scolaires. Nous, on est un peu plus de 100 000. Ça va être compliqué pour nous, en plus des missions de police secours et toutes les autres. Maintenant, en ce qui concerne le portique, je pense que la législation, alors c'est un avis, je pense qu'il faut aller step by step. La législation aux États-Unis, surtout dans certains États, concernant la circulation des armes, est complètement différente de la France. Maintenant, en ce qui concerne le bouton panique, pourquoi pas? Je pense que c'est une très bonne piste et pourquoi pas lancer une expérimentation dans quelques établissements scolaires pour voir ce que ça donne, parce que l'expérimentation, des fois, plutôt qu'imposer une chose, parce que ça reste quand même un lieu éducatif, c'est sensible. Alors évidemment, des policiers en armes, ça peut générer de l'anxiété. D'ailleurs, la communauté en général des enseignants n'aime pas beaucoup imaginer des policiers aux portes de l'établissement ou à l'intérieur même de l'établissement en armes. Ça crée un climat très anxiogène. Céline, vous pouvez peut-être dire un mot là-dessus. Est-ce que c'est gênant pour vous, la présence, une présence policière comme celle-là? Je pense qu'on n'est encore pas aux États-Unis, donc voilà. Il faut rester quand même un peu plus calme là-dessus. En ce qui concerne la présence de policiers, je pense que ponctuellement ça peut être bien. Maintenant, des policiers armés présents dans les établissements, je pense que non, clairement ça serait très anxiogène pour tout le monde. Et je pense que ça créerait justement un esprit contre-productif, c'est-à-dire que je pense que ça exciterait plutôt les élèves plutôt que ça les calmerait. En tout cas, donc du coup, je pense que c'est pas du tout propice à un climat calme dans les établissements. Ça peut aspirer la peur pour certains et de deux exciter certains élèves qui pourraient trouver ça sympathique de provoquer la police. Donc non, je pense pas que ce soit une très très bonne idée. D'accord. Alors il y a aussi un exemple qui mérite d'être médité, c'est l'exemple israélien. On sait que depuis des années, Israël doit faire face à des problèmes de sécurité. Je vous propose de retrouver Noémie Alouya, qui est correspondante de Factuel.media, qui est aussi, que vous entendez souvent sur Sud Radio et de I24 News également. Alors Noémie, vous êtes en ligne avec nous. Comment les Israéliens ont réglé ou on va dire solutionnent les problèmes de sécurité dans les établissements qui sont autrement plus menacés encore que les établissements en France? Alors vous savez, c'est une toute autre réalité, mais si vous voulez, à partir du moment où le service militaire est obligatoire, tout le monde est formé, si vous voulez, à la sécurité et entre guillemets au risque terroriste. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un pays dans lequel toute la population a fait 3 ans d'armée.
C'est-à-dire à porter l'uniforme pendant 3 ans, à manier les armes pendant 3 ans, hommes et femmes d'ailleurs, au même titre, parce qu'il y a des unités de combat qui sont entièrement féminines, etc. Donc autant les hommes que les femmes sont formés, si vous voulez, sur toutes les questions sécuritaires. Et donc forcément, c'est un pays qui n'aborde pas du tout ces questions de la même façon. Il n'y a pas de sécurité particulière devant les écoles en Israël. En revanche, quand vous rentrez dans n'importe quel centre commercial, quand vous allez à l'aéroport, quand vous allez n'importe où il y a du monde, vous passez votre sac dans un portique qui vérifie ce qu'il y a dedans. Si vous voulez, la sécurité fait partie du quotidien. La sécurité faisant partie du quotidien, est-ce que ça veut dire que les parents d'élèves, par exemple, sont particulièrement vigilants? Est-ce que ça veut dire que les élèves eux-mêmes reçoivent des cours pour savoir comment se comporter en cas d'agression? Alors les élèves n'ont pas de cours particuliers, mais encore une fois, les parents eux-mêmes ont fait l'armée, donc si vous voulez, tout le monde sait plus ou moins se trouver les bonnes solutions dans ces cas particuliers. Les écoles n'ont pas été jusque-là, et encore heureux, la cible de véritablement de menaces terroristes. Les enfants en tant que tels dans les écoles, pas encore. Ce sont plutôt des lieux publics jusqu'ici, comme on a pu le voir ces dernières semaines, ces dernières années, dans les moments de grande tension. Ce sont les gares, ce sont les lieux où il y a du monde, ce sont même les marchés. D'accord. Et pas les écoles. D'accord. Alors, je voudrais profiter de la présence de Reda Belhadj, dont je rappelle qu'il est le porte-parole de l'unité SGP Police, pour l'entendre sur des exercices assez nouveaux que les professeurs et les élèves découvrent. Ça s'appelle les exercices de tuerie de masse. Et je dois dire, rien que l'évocation de ça me fait froid dans le dos, moi, personnellement. Écoutez, c'est un exercice qu'on a mis en place depuis les derniers attentats de 2015-2016, qui sont utilisés que dans la police, je précise. On le fait, d'ailleurs, on a fait plusieurs simulations au sein du centre commercial régional de Créteil-Soleil. Et les collègues n'ont que des bons retours de ce stage-là, parce que vous êtes au niveau opérationnel, au niveau anxiété, quasiment en plein acte terroriste. Et je sais que ça a fait peur, mais je pense qu'à un moment... vu que la France est le pays d'Europe le plus attaqué au niveau du terrorisme, je pense qu'à un moment, il faut prendre son courage à deux mains et qu'on change un peu les mentalités. Il faut changer les mentalités. Voilà, il faut changer les mentalités. Je sais que moi, j'ai des enfants aussi. Hein. C'est frustrant, mais il y a un moment, il faut qu'on avance. Il faut qu'on puisse être en capacité de protéger tout le monde et de préparer surtout tout le monde à une attaque terroriste. Noémie Alouia, justement, les populations israéliennes sont habituées à ces exercices grandeur nature. Oui, tout à fait, ça fait partie de leur réalité et de leur quotidien, si vous voulez, puisque régulièrement ils sont confrontés à cette menace terroriste. Donc aussi, ils ont mis en place tout un tas de choses qui permettent de la sécurité au maximum au quotidien, même si vous l'avez bien vu avec ce qui s'est passé, c'est jamais total. Même toute la protection du monde ne peut pas vous garantir une sécurité 100%. Oui, absolument. Voilà, c'est ça. Il y a toujours une part de risque, mais il s'agit de la limiter au maximum. Alors il y a une autre chose qui existe et qui est très développée en Israël et qui, en France, c'est pas vraiment dans la mentalité, c'est le développement du permis de port d'armes. D'accord. Il faut savoir que là, avec ce qui s'est passé, il y a eu coup pour coup 2 allègements des permis de port d'armes pour que les gens qui ont fait l'armée, donc ils savent les manier, évidemment, il ne s'agit pas de mettre, pour l'État israélien, de mettre des armes dans les mains de n'importe qui, mais enfin ceux qui ont fait l'armée, c'est-à-dire quand même 90% des hommes, la grande majorité des hommes, qui puissent s'armer et pouvoir réagir lorsqu'il y a une menace terroriste qui pointe du nez. Alors j'aimerais vous remercier d'abord Noémie Alouia d'avoir été avec nous. Vous souhaitez bon courage pour la suite de vos reportages et prudence bien sûr. Je voudrais demander à Céline comment elle réagit d'abord par rapport à ces exercices de tuerie de masse, à ce contexte qu'on sent bien changer. On change de paradigme là. Est-ce que les professeurs français sont prêts à accompagner ce mouvement que l'on peut presque dire à 180 degrés? Alors, j'ai du mal à me dire que ça va se passer comme en Israël. Honnêtement, là, on est quand même sur un autre monde. Est-ce que nous, les professeurs sont à même de s'imaginer faire ce genre de choses? Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'on est loin. Je pense que les professeurs sont touchés par tout ce qui se passe, c'est évident, et ils sont meurtris dans leur propre croyance. En l'éducation et en la transmission. Mais de là à imaginer ce genre de formation, j'ai du mal. Maintenant, je pense qu'il va falloir de toute façon réfléchir à quelque chose, déjà d'une pour pouvoir préparer quand même les élèves, parce qu'on prépare tous les ans
aux alarmes incendie, on le prépare à l'alerte intrusion. Et je pense qu'il va quand même falloir réfléchir à préparer quand même aux alertes attentats d'une autre façon. Je sais pas laquelle, parce que ce serait prétentieux de ma part d'imaginer ça, mais je sais que Mme Pécresse en tout cas réfléchit autour de ce thème pour essayer de trouver des solutions pour sécuriser tout le monde. Maintenant, c'est compliqué parce que à la base, l'école, il est pas là pour ça. Alors, il y a une autre région qui prend très à cœur ce sujet, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Jean-Marie Bordry va nous raconter un peu quelles initiatives il compte prendre, et puis vous allez réagir, Céline et Reda, à ces initiatives. Exactement, ça c'est un exemple qui est assez frappant sur le plan politique en France. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé que ces établissements seraient tout simplement équipés, en tout cas en ce qui concerne les lycées, de portiques de sécurité. Concrètement, pour le déploiement de cette mesure, à ce stade, sur les 305 établissements publics, donc tels à la gestion des lycées, 250 sont équipés de portiques de sécurité. Alors parfois, la configuration des lieux fait que c'est pas possible et vous pouvez pas toujours installer un portique ou un tourniquet. Dans ces cas-là, vous avez un sas étanche et les personnes qui y entrent sont surveillées par une personne qui en a la garde. Là où il faut apporter quelques bémols, parce que c'est important. D'abord, j'ai parlé de lycées, c'est important aussi. En France, la région s'occupe des lycées, mais ça veut dire que ça concerne pas les collèges, puisque là, ce sont les départements, ainsi de suite pour les écoles. L'autre bémol qu'on peut apporter, on ne parle que de portiques de sécurité. Je sais qu'il y a un drame qui vous tient à cœur, Stéphane, c'était celui de Samuel Paty, et malheureusement, il avait été assassiné en dehors de l'établissement scolaire. À la sortie de l'établissement, comme quoi même protéger les établissements ne met pas complètement à l'abri les professeurs. Reda Bellatch, qu'est-ce que vous avez pensé de ces initiatives? Je pense que toute initiative est bonne. Oui. Vous savez, parce qu'aujourd'hui, le problème de l'éducation nationale, comme la police, c'est un problème de moyens. Aujourd'hui, si une région peut aider ses établissements à s'équiper en portique, pourquoi pas? Je pense que de manière pérenne, ça peut on est sur un axe de prévention, de dissuasion, donc je pense que ça reste quand même une piste intéressante. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, le bouton serait peut-être plus efficace, à mon sens, hein, mais voilà, je pense que c'est une bonne chose quand même. Le bouton panique, le portique. Céline, vous êtes, je le rappelle, CPE, c'est-à-dire conseillère principale d'éducation. Exactement. Les nouvelles surveillantes générales, tout simplement. Oui, un peu plus quand même. On n'est pas que ça, mais oui. Pour ma part, oui, comme je vous ai dit, moi, je pense que le bouton qui relie la loge, parce que je pense que c'est les personnes qui sont les premiers touchés, la loge et la police, je pense que ce serait une très bonne chose et ce serait très réactif, parce que en général, quand on appelle la police, ils sont parfois forcément débordés, mais ils agissent quand même certainement. Enfin, ils agissent rapidement. Merci. Donc, je pense que le bouton, c'est bien. Parfait, merci beaucoup, merci de vous être rendu disponible quelques instants avec nous, et dans un moment on change de sujet et je voudrais vous présenter une femme admirable. Elle s'appelle Myriam Meyer et elle écrit un blog tout aussi admirable de lucidité et de courage, le journal d'une cancéreuse, où elle raconte son quotidien de souffrance et de combat contre la maladie, quand on sait qu'il y a plus de 430 000 nouveaux cancers chaque année en France. Mettre des mots sur cette épreuve de la vie, vous allez comprendre comme c'est concernant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, je partage l'antenne avec Jean-Marie Bordry et nous accueillons Myriam Meyer, femme admirable, je le disais à l'instant. Myriam, vous avez 38 ans, vous êtes mère de famille, de 3 enfants, vous êtes épouse et surtout vous avez décidé de rendre public votre cancer. Et vous racontez chaque semaine sur Factuel.media, comme un journal de bord, le quotidien de votre combat contre la maladie. Et je signale que c'est extrêmement bien écrit. Vous avez appris votre cancer du sein il y a un peu plus d'1 an et vous avez subi une chimiothérapie, une ablation du sein. Vous êtes maintenant sorti de la phase de soins et dans l'attente de résultats pour savoir si les tumeurs cancéreuses ont bien été éradiquées. Vous tenez donc un blog, journal de bord d'une cancéreuse, depuis le mois dernier. Et je voulais commencer tout simplement, au-delà de vous présenter, vous demander comment vous était venue cette idée de tenir ce journal que l'on retrouve comme ça. C'est votre goût pour la littérature. Vous étiez prof de lettres, hein, je le rappelle, au collège avant d'être arrêté. C'est ça qui vous a donné envie d'écrire ou c'était absolument indispensable pour tenir? Alors moi j'ai toujours écrit. En racontant ma réalité de professeur dans les salles de classe, de sorte que finalement, quand j'ai eu ce diagnostic, c'était un mouvement tout à fait naturel pour moi de continuer de décrire ce quotidien, si ce n'est qu'il était un petit peu différent.
J'ajoute que lorsque vous avez ce genre de nouvelles qui vous tombent dessus, c'est le chaos total. Hein. Le cancer renverse complètement la table. Ouais. Écrire, c'est quelque chose que je connaissais. C'était un exercice dans lequel je me reconnaissais. C'était un petit peu une encre. Alors, on va essayer de reprendre les choses dans l'ordre chronologique, si vous nous le permettez. Comment avez-vous déjà vécu la nouvelle de votre maladie? On l'imagine, c'est une armoire qui tombe sur la tête. C'est tout l'équivalent d'IKEA qui vous tombe sur la tête à ce moment-là. Il y a un effet de sidération. J'ai passé la semaine qui a suivi à organiser mes funérailles mentalement. J'avais choisi des très beaux chants d'ailleurs. Ah oui, pour vous-même, vous étiez déjà en train d'organiser vos funérailles. J'exagère à peine, c'est-à-dire que vous avez le sentiment que vous allez mourir. Surtout quand on vous dit stade 3, que vous voyez que tout le personnel médical... Stade 3, vous pouvez préciser pour les auditeurs. Il y en a 4, c'est-à-dire que le dernier stade, c'est le cancer métastatique, avec lequel on peut vivre. Hein. Vous avez des femmes qui vivent très longtemps, puis vous en avez qui partent un peu plus vite. Ma nature anxieuse fait que j'imaginais que pour moi, avec mon niveau de chance qui est celui de Pierre Richard, ça se terminerait beaucoup plus vite. Alors, vous avez un fils âgé d'1 an seulement au moment de l'annonce de votre cancer. Comment on gère déjà la maternité, c'est-à-dire vous accompagnez un enfant très jeune et vous pensez à la mort en même temps. Penser à la maladie simultanément que penser à l'éducation des enfants, c'est pas simple. Oui, le plus difficile, c'est que lorsque vous apprenez ce genre de nouvelles, moi j'ai immédiatement pensé à mes enfants et j'ai eu peur de rater beaucoup de premières fois. Le premier bac, la première autorisation de minuit, même les petits-enfants, vous vous projetez très loin. Donc c'est évidemment un facteur d'angoisse. Mais ce qui est ambivalent, c'est que c'est porteur d'espérance aussi. Vous avez vraiment le désir de vous battre pour eux. Ce qui est compliqué, c'est le quotidien. Vous avez intérêt à avoir un village autour de vous pour vous soutenir parce que... C'est le cas, vous êtes très entouré? Très, j'ai une chance folle. J'ai une chance folle. J'ai été très entourée et c'est assez pratique. C'est important dans la maladie C'est fondamental. C'est fondamental à bien des égards, mais lorsqu'en plus vous passez la moitié de votre journée la tête dans la cuvette des toilettes, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui fait les courses et qui va chercher le petit à la crèche. Ouais. Alors, vous avez quelque chose de très particulier que je salue, c'est que vous parlez de votre maladie avec un mélange d'humour et de gravité qui est assez rare. La vie est baroque, la maladie l'est aussi, c'est-à-dire que le cancer est tragique, mais j'espère ne choquer personne en le disant, il y a un potentiel comique. Il y a un potentiel comique parce que... On l'appréhende pas très bien, pour vous dire la vérité. Oui, j'imagine bien. Non, mais c'est vrai que le corps est mis à mal et vous pouvez décider de rendre les choses encore plus tragiques et pesantes, comme vous pouvez de temps en temps vous arrêter et vous dire mais c'est à moi que ça arrive tout ça, enfin je suis chauve, je ressemble à... Enfin c'est la nuit des morts vivants, je suis figurante dans Walking Dead, vous n'avez plus de cheveux, plus de sourcils, vous vomissez, vous avez mal partout et au milieu de tout ça, malgré tout, la vie continue. Vos filles rentrent du collège, elles vous disent qu'est-ce que tu as fait de ta journée, vous répondez j'ai vomi. Bon, dans l'absolu, c'est aussi drôle. Oui. Voilà, et je crois qu'il y a une forme d'élégance chez beaucoup de femmes que je suis sur les réseaux sociaux notamment, qui montrent un aspect de la maladie qu'on ne perçoit pas forcément. Il y a quand même une glamourisation du cancer aujourd'hui, qui est intéressante, mais qui cache le caractère sous-jacent de la maladie, qu'il faut montrer aussi. Je voudrais vous demander très concrètement comment vous avez fait pour annoncer à vos enfants votre maladie, annoncer à votre mari votre maladie, annoncer à vos proches, annoncer à votre famille, annoncer à vos collègues. Bref, comment on fait déjà pour changer finalement de visage vis-à-vis des autres? Alors on improvise beaucoup. J'ai énormément lu de conseils faits par des pédopsies, par des psychiatres sur la façon de gérer ça. Le plus difficile, c'est les enfants. C'est d'annoncer à 2 adolescentes et à un petit bonhomme de 8 mois qu'on a un cancer, avec des mots très simples, en disant ce qu'il fallait, mais sans en dire trop non plus. En restant très ouverte à toutes les questions. Oui, parce qu'il ne faut pas leur communiquer non plus d'anxiété. Non, et puis il faut prendre les choses l'une après l'autre. Quand je leur ai annoncé ça, j'avais tous mes cheveux, j'avais encore mes 2 seins. Donc j'aurais dit il y aura des étapes et on va les vivre les unes après les autres sans imaginer les choses. On improvisera quand elles arriveront. C'est plus simple de le dire à son compagnon ? Est-ce que c'est plus simple de le dire à son compagnon ? J'ai la chance d'avoir un mari qui a été un soutien extraordinaire et qui au fur et à mesure des étapes me disait tout va bien se passer, c'est pas un cancer, bon c'est un cancer, mais ça va bien se passer quand même. De sorte qu'en fait il l'a appris quasiment en même temps que moi,
Et il a été extraordinaire, alors que c'est terrible aussi pour un homme d'apprendre que sa femme va traverser tout ça. Bien sûr. Et est-ce que c'est important pour vous, parce que ça a fait débat il y a quelques semaines, on se demandait s'il fallait parler de son cancer. Qu'est-ce que vous dites ? C'est Jean Genet qui disait qu'écrire, c'est lever toutes les censures. Je crois que on fait absolument ce qu'on veut. Une femme qui veut en parler, en parle. Une femme qui ne veut pas le faire est tout à fait légitime à se taire. Cela étant dit, raconter ce qui vous arrive peut énormément aider non seulement les malades, les autres malades qui vont se reconnaître dans cette expérience, mais aussi les proches, parce qu'on est très démunis quand on apprend qu'un proche traverse ça. Et leur dire voilà ce qu'on traverse, eh bien ça peut les aider aussi à apporter du soutien, du réconfort aux malades. Ouais. Alors, on parle souvent de crise de l'hôpital. J'aimerais vous demander très concrètement comment jugez-vous l'accompagnement du personnel médical dans votre cas ? Vous vous êtes senti bien accompagné ? Moi, j'ai eu une chance folle. J'ai le meilleur oncologue de la Terre. C'est un homme qui m'a reçu pendant 1h15 pour m'expliquer ce qui m'attendait pour les 8 prochaines années à venir. Les 8 prochaines années ? Mais oui, parce qu'en fait, moi, j'ai un cancer hormonodépendant, donc j'ai encore 7 ans de traitement. Avec des effets secondaires. Bon, là, j'ai de l'arthrose, par exemple. Il manque plus que Parkinson et Alzheimer. Et ouais, je suis bonne pour l'EHPAD. Non, moi, j'ai eu un oncologue extraordinaire, des infirmières dont la délicatesse, la bienveillance, l'écoute m'émerveille encore. Chef de service de radiothérapie aussi. Je considère que là-dessus, j'ai été bénie des dieux. Je me suis rendu compte, en revanche, que ça n'est hélas pas le cas pour tous les malades. Et ça, je le dis vraiment. Je sais que beaucoup de gens sont dans des déserts médicaux, mais si vous pouvez trouver un bon oncologue humain et à l'écoute, c'est essentiel pour le parcours de soins. D'accord. Qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette année de soins dont vous sortez tout juste, je le précise ? La chimio. La chimio. La chimio, c'est... La chimio, c'est la chute des cheveux, on voit son apparence évoluer là. Oui, c'est la première image que les gens ont, c'est celle d'une femme chauve, la tête dans la cuvette. C'est pas complètement faux, mais il y a énormément d'effets secondaires dont on ne parle pas. Moi, j'avais regardé dans le Vidal, je m'étais dit, je vais me transformer en zombie. La perte des ongles, les mucites, les neuropathies, les troubles du transit. Ça, je savais pas, la perte des ongles. Oui, on peut perdre des ongles. Alors moi, je les ai perdus 4 mois après la chimio, j'ai perdu des ongles aux pieds. Non, mais c'est vraiment... c'est charmant comme expérience. Les pertes de mémoire aussi, les troubles de la concentration. L'arthrose, comme je vous le disais. Il y a pas mal de choses. Mais on a aussi quand même des protocoles thérapeutiques pour accompagner ça. Et puis avoir un cancer sans souffrir, je dis souvent que c'est tricher. Ah oui. Vous n'avez pas perdu votre sens de l'humour. Il y a des effets secondaires dont on parle peu et que vous avez évoqués dans votre journal. Et ça vous paraît important de les évoquer ? Oui, ça paraît important parce que d'abord, les effets secondaires varient énormément d'une patiente à une autre. Moi, je ne les ai pas tous eus, heureusement, mais j'en ai eu quelques-uns qui pouvaient être un peu handicapants. Les neuropathies, par exemple, font que vous allez avoir l'impression de marcher sur des tessons de bouteille toute la journée. Ou vous lâchez votre ordinateur tout d'un coup. Il faut avoir des gros moyens pour acheter un ordinateur derrière. La ménopause artificielle, on met les femmes en ménopause artificielle. Et c'est des effets secondaires qui peuvent être très difficiles quand vous avez 38 ans, que vous êtes un peu à l'orée de votre vie d'épouse, de mère. C'est compliqué à assumer quotidiennement et on en parle moins parce que c'est moins frappant que l'alopécie, par exemple. Dans votre blog, vous évoquez souvent, je cite, ce statut de victime que le cancer colle à votre peau. Le regard des autres qui vous renvoie souvent ce statut de victime. Que vous aimez pas beaucoup ? Que je n'aime pas beaucoup parce que le cancer, c'est comme la perte de mon sein, il ne me définit pas. C'est constitutif maintenant de qui je suis, mais il ne dit pas tout de moi. J'ai quand même bénéficié, moi, d'un regard extrêmement bienveillant. Je disais souvent que c'était pratique d'être chauve pour squeeezer la queue au Monoprix. Globalement, quand même, les gens sont sympas quand vous apparaissez sans sourcils, sans cils, même si ça fait un peu peur parce que ça renvoie à la mort. Ça présente aussi quelques avantages quotidiennement. Je plaisante, mais... C'est vrai qu'une fois que vous sortez du gros de la thérapie, de la chimio, de la chirurgie, de la radiothérapie, vous rentrez dans un après qui est plus difficile parce que vos cheveux repoussent et les gens se disent « elle est guérie, c'est fini ». Alors que c'est là que tout commence puisque vous devez digérer ce que vous avez vécu. Bien sûr. Et qu'on n'est pas à l'abri d'une rechute. On n'est jamais à l'abri d'une rechute. Il faut vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de soi. On peut choisir d'y penser tous les jours ou on peut décider d'être dans un déni confortable. Moi, j'aurai des examens en décembre qui me diront où Et justement, aujourd'hui, on en parle. Alors évidemment, vous avez ça en tête, mais demain, vous allez y penser. Qu'est-ce que vous donnez comme conseil justement à ces femmes qui, comme vous, vont traverser une épreuve ? Est-ce qu'il faut y penser ou au contraire essayer de ne pas y penser ?
Je prétends pas que mon expérience ait une portée universelle. Je leur dirais ce que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque. Premièrement, l'effet de sidération passe. Le temps est un très bon médicament. Deuxièmement, il faut prendre soin de soi. Et troisièmement, il faut aimer, se sentir aimé. Ça fait passer le cancer au second plan autant que possible. Est-ce qu'on peut se dire qu'à chaque moment de la maladie, on apprécie sa journée comme si c'était la dernière? Est-ce que c'est comme ça? Cet état d'esprit vous a traversé ou pas du tout? Il nous traverse l'esprit, mais il ne faut pas vivre comme ça, parce que ce serait donner beaucoup de force et beaucoup d'honneur au cancer. Vraiment, Jean-Marie. Sacré témoignage, non? Ah bah oui, je crois que voilà, on est vraiment ravis de vous avoir accueilli parce que on sent à travers votre témoignage beaucoup de force, même si vous en avez besoin au quotidien. Je dois dire que vous êtes tout à fait exemplaire. Et bravo. On peut rappeler d'ailleurs que ce témoignage est à retrouver du coup sur factuel.media. Absolument, ça s'appelle Journal d'une cancéreuse. Myriam Meyer, vous nous racontez au jour le jour, si j'ose dire. C'est pas exactement tous les jours, mais enfin c'est une fois par semaine. Heureusement pour vous d'ailleurs. Non, mais c'est très édifiant parce que évidemment c'est très concret. Alors on vous souhaite évidemment chance, courage. On espère continuer à vous lire le plus longtemps possible, mais après, on espère qu'on ne vous lira plus parce que tout ira bien comme avant. Tout de suite, on parle auto. On va en parler dans un instant. On rappelle aussi ce message parce que c'est la campagne. On est encore au mois d'octobre. Mesdames, faites-vous dépister. C'est primordial. On en a beaucoup parlé. On en reparlera toujours. Merci beaucoup. Absolument. Stéphane Simon. On vous retrouve samedi prochain. Avec vous. Tout de suite, c'est Jean-Luc Moreau et Laurence Perroux. Vous savez à peu près de quoi on parle? Oui, exactement. Vous savez ce qui fête ses 20 ans en ce moment? Non. Ce sont les radars automatiques. Les seuls que vous n'êtes pas content de croiser sur la route. Ça, je suis sûr que c'est pas un anniversaire qu'on a envie de fêter. Exactement. Autre invité, le numéro 2 de Stellantis et patron de la marque Citroën pour présenter sa nouvelle C3 électrique. Et puis on parlera des voitures de James Bond. Ça, c'est plus glamour quand même. Ce sera juste après les infos. À tout de suite sur Sud Radio.